Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours du Collège des Bernardins, Comprendre le monde russe. Alors pourquoi avoir envie de comprendre le monde russe? Je l'ai un petit peu mentionné, comprendre la guerre, je pense que c'est la chose la plus évidente qui vient à l'esprit. La guerre actuelle, la guerre en Ukraine. Alors bien sûr, ce cours ne sera pas du tout un cours de géopolitique contemporaine, ni de près ni de loin d'ailleurs. On n'entend pas du tout prendre position sur cette guerre, ce n'est pas du tout un cours ni de militantisme ni de géopolitique actuelle. Mais peut-être qu'effectivement, c'est l'une des raisons qui peut pousser, ou qui peut donner envie de comprendre ce monde russe. Alors d'abord, de quoi parle-t-on? Cette expression elle-même est un peu vague, un peu flottante. Quand on dit le monde russe, c'est une expression qu'on entend souvent, ou en tout cas qui est utilisée de manière assez courante dans la presse, qui existe aussi en russe, Russki Mir, et qui renvoie à un ensemble de choses peut-être un peu éclatées, peut-être un peu hétérogènes, et qui semble renvoyer peut-être de manière la plus instinctive à l'espace purement géographique de l'ancien empire tsariste, puis du territoire de l'Union soviétique, qui se correspondent peu ou prou. Aujourd'hui, le territoire de la Fédération de Russie est bien plus restreint que celui de l'Empire, même si cela reste, comme vous le savez tous, le pays le plus étendu du monde. Donc, renvoie de manière territoriale à cet empire russe et qui a imprimé sa marque sur tous les anciens pays du bloc soviétique et donc, ce qui est quasiment la même chose, les anciens pays de l'ancien empire russe. On peut, dans quasiment tous ces pays, parler russe avec au-delà qu'en Russie, je veux dire, dans les autres pays, en Arménie, en Ukraine, bien sûr, en Biélorussie, dans tous ces pays, on peut aller et parler russe tout simplement. Généralement, les gens le parlent. Il y a un urbanisme qui rappelle quelques similitudes avec d'autres endroits, donc un endroit territorial qui a sa marque. De manière peut-être un peu plus vague, on a volontiers en tête l'âme russe, avec ce que ça a d'énigmatique, un peu flottant, un peu vague là encore. J'y reviendrai. Ou est-ce que ça renvoie aux singularités de la spiritualité orthodoxe? Est-ce que cela renvoie au particularisme du christianisme d'Orient? Cette formulation renvoie un petit peu à tout ça. Alors ici, on a un tableau tout à fait anachronique par rapport au titre de la première séance, puisque c'est un tableau du 19e siècle d'Ilya Repin, l'un des plus grands peintres russes, mort en 1930 en exil en Finlande, sauf erreur, et qui dépeint une scène de campagne d'une procession dans la province de Kours, donc dans une petite ville secondaire de l'Empire. Donc, je l'ai prise parce que je trouve qu'elle rend assez bien compte de cette Russie profonde que Ilya Repin a dépeinte de cette manière dans beaucoup d'autres tableaux. Et je trouve qu'on sent très bien, vous voyez, il y a la police derrière, il y a les peuples, la procession, un peu tous les, comment dire, tous les paysans qui transportent cette procession. Enfin, je trouve qu'elle est très évocatrice de la Russie profonde. Donc je disais, la Russie renvoie à quelque chose de très flou, de très vague, qui est enchevêtré ou disons habillé de tout un tas de clichés, plus ou moins favorables d'ailleurs, que Churchill énonce dans cette citation. Voilà. La Russie est une énigme enchevêtrée dans un mystère. Cela renvoie bien, je crois, à une conception occidentale de cette Russie, perçue encore une fois selon des termes pas toujours très flatteurs, pas toujours très clairs, ou en tout cas renvoyant à quelque chose de vague, de flottant, d'extrême, mu par un sentimentalisme débridé, tout ce genre de choses. Je prends par exemple à témoin une
je vais y arriver, l'édition, la publication, successivement en 2008 et 2011, de deux hors-série du Point, qui généralement font des petites collections comme ça, de textes avec des textes de référence sur un sujet donné. Et l'on parle volontiers de l'esprit français, mais de l'âme russe. L'esprit français, la rationalité, le cartésianisme, éventuellement la conversation avec Madame du Châtelet, avec un verre de vin, et l'âme russe, donc quelque chose qui va chercher dans les profondeurs de l'être, quelque chose qui renvoie à une impulsivité, à une spiritualité, à une sensibilité particulière qui contrevient à l'esprit cartésien et raffiné des Français. Donc, c'est évidemment anecdotique, mais je pense que cela renvoie assez bien à la manière qu'on a de se représenter, respectivement, la France et la Russie. Alors, premièrement, ce qui est un prélude, l'objet de cette réflexion initiale sera bien moins de proposer quelque chose sur ce qu'est fondamentalement la Russie, en tout cas dans un premier temps, mais bien plus exactement de vous inviter à ne pas souscrire trop facilement à quelques clichés ou à quelques définitions ou représentations instinctives de ce qu'est la Russie dans sa profondeur. En tout cas, ce sera peut-être une première étape que de désamorcer un certain nombre de perceptions ou de clichés plus ou moins ancrés. J'ai mentionné tout à l'heure la guerre parce que je pense qu'elle est l'un des vecteurs qui a accru l'intérêt public pour la pensée russe, pour la philosophie russe, pour la réflexion, les manières de penser qui sont propres à ce peuple. Alors, l'un des biais, l'un des premiers que je vois, et tout particulièrement dans le cadre de la guerre, dans le cadre politique, je veux dire, de la guerre, l'un des premiers biais qui moi, m'a sauté un petit peu aux yeux, c'est d'essayer de trouver les ressorts de la guerre dans la psychologie personnelle du président actuel de la Fédération russe, Vladimir Poutine, que vous connaissez tous. Ainsi, un article du Dauphiné libéré du 27 février 2022 est-il titré « Vladimir Poutine est-il fou ? L'état de santé mentale et physique de Vladimir Poutine interroge, alors que le chef de l'État vient d'annoncer la mise en alerte de la force de dissuasion russe. » Donc, ce type, même l'article dit après, mais psychiatriser son comportement peut s'avérer dangereux pour comprendre son but. Il y a une sorte de minimisation de l'objet même de l'article, plutôt sage. Dans tous les cas de figure, faire ce type de psychanalyse personnelle du président russe pour essayer de déceler les causes fondamentales de ce conflit, moi je pense que ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est un des biais très caractéristiques par lequel on se dispense d'une vraie analyse ou d'une vraie réflexion sur ce sujet. Évidemment, il ne faut pas être idiot. Bien sûr que la Russie actuelle n'est pas une social-démocratie à la finlandaise, évidemment. Et bien sûr que les décisions du président russe actuel sont majeures dans les directions politiques que prend la Russie. Mais je pense que c'est un des biais très caractéristiques qu'on a vu beaucoup développer dans la presse française ces dernières années, d'essayer de trouver les ressorts de sa psychologie personnelle, de trouver dans les ressorts, pardonnez-moi, de sa psychologie personnelle les causes fondamentales de la guerre. Je pense que c'est une erreur et je pense que c'est un des biais par lequel on se dispense d'un travail de compréhension un petit peu plus substantiel, un petit peu plus profond. Et ça peut être par exemple aussi ce qu'a fait le philosophe Michel Elchaninov dans un livre publié en 2014 qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine » et réédité à l'occasion de la guerre en 2022 avec une petite édition augmentée.
Alors je l'ai lu, c'est un texte d'une très bonne qualité, qui est très bien sourcé et qui peut-être est d'une qualité supérieure à ce que suggère le titre. Mais peut-être, si je devais avoir une réserve à l'encontre de ce texte, qui encore une fois est un texte d'une très bonne qualité, je le maintiens, c'est peut-être de céder de manière un petit peu simple à cette grille d'analyse qui est beaucoup trop simpliste, à mes yeux en tout cas, si l'on cherche à comprendre encore une fois les ressorts particuliers de la guerre. Donc, désamorcer un cliché qui tend à essayer de percevoir l'alpha et l'oméga de la politique russe et donc de ce que serait fondamentalement ce pays et cette civilisation dans un portrait psychologique de son dirigeant. Je pense que c'est une erreur et l'objet du cours, en tout cas un des buts du cours serait essayer évidemment de vous convaincre du bien fondé de ce que je dis à présent. Alors, autre cliché ou autre perception instinctive que j'aimerais vous inviter à désamorcer quelque peu, c'est ce que je nommerais volontiers une forme plus ou moins claire d'orientalisme, déjà un petit peu évoqué dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'âme russe. Alors, j'ai choisi pour illustrer ce propos un tableau toujours du même Ilya Repin mentionné tout à l'heure, le Cosaque dans la steppe, le Cosaque seul, face à l'immensité de la steppe russe. On voit ce brave gaillard sur son cheval, regarder au loin dans l'immensité contemplative de la steppe. Il y a eu, mon Dieu, des bibliothèques entières qui ont été écrites sur ce sujet, sur le fait de savoir si il y a ou non une corrélation entre la psychologie russe, l'âme russe, dans ce qu'il y a de plus fondamental, et l'immensité du territoire. Un philosophe comme Nikolai Berdyaev, dont on reparlera à la fin du semestre, a pu écrire sur ces choses, de manière un petit peu plus subtile que ces simples clichés, mais en tout cas, peut-être se méfier d'une forme, là encore un peu physique, d'appréciation de la perception russe du monde, de la vision russe de la vie. Donc, si négativement j'essaie de déminer un petit peu le terrain, c'est aussi parce que je pense que la façon même dont ce cours est présenté, la façon dont moi-même je l'ai intitulé, Comprendre le monde russe, philosophie, théologie, histoire, a quelque chose d'un petit peu trompeur. Comme vous le voyez, ce titre est purement thématique. Histoire, théologie, philosophie, dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, semble suggérer que, on va faire une sorte de gloubi-boulga un peu général de quelques textes de la pensée russe et que cela va nous en donner la clé du simple fait que l'on les ait étudiés. Bien sûr que, là encore, sur ce point, ce n'est pas vrai. Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'adjoindre diverses réflexions thématiques, simplement parce qu'elles sont russes, elles vont nous donner une compréhension, des clés de compréhension, là encore du simple fait que l'on les ait lues ou étudiées un petit peu. En réalité, il faut trouver un angle d'attaque. Il faut trouver une manière d'essayer d'appréhender de manière plus spécifique cette longue histoire, ce long parcours civilisationnel, avec un biais donc, qui ne sera pas la simple adjonction, la simple accumulation d'études éparses sur quelques extraits de textes ou de quelques éléments d'histoire. Alors pour cela, peut-être peut-on prendre l'une des questions qui vient le plus instinctivement sur cette histoire et qui va, je pense, par sa nature, nous donner un angle de réflexion que donc, à présent, nous allons essayer de rechercher. Cette question est, bien entendu, comment ce pays a-t-il pu passer si brutalement du régime tsariste,
de l'Empire russe, qui était censé être l'empire protecteur des chrétiens en attendant le retour du Christ, j'y reviendrai même longuement, à un régime socialiste, communiste, qui entendait mettre un point final aux inégalités mondiales, lesquelles sont les conséquences du capitalisme, dans un État, d'un nouveau genre, d'un nouveau type, qui devait porter la révolution mondiale, théorisée par Karl Marx, et qui finalement s'est retrouvé à se bâtir ou à se construire dans un seul pays. Ça, c'était une des singularités de l'histoire soviétique. Lénine était convaincu au moment de la révolution en 1917 que c'était l'étincelle qui allait embraser le monde et qui allait faire basculer définitivement le monde dans une nouvelle phase de son histoire, avec la fin du mode de production capitaliste, alors que l'histoire soviétique s'est finalement réalisée dans un seul pays, avec quelques pays satellites après la Seconde Guerre mondiale, du temps de la guerre froide, ce qui a donné, pardonnez-moi, la thèse de Staline dite du socialisme dans un seul pays. C'est-à-dire l'idée selon laquelle le socialisme devait d'abord se renforcer, se solidifier, se consolider dans une sorte de moment d'entre-deux de l'histoire du monde, et après quoi, la lutte mondiale pour la révolution allait pouvoir reprendre. En tous les cas, cette théorisation, cette conception même de l'État soviétique, du temps de l'Union soviétique, contrevient évidemment de manière absolue et radicale au bien fondé théorique qui justifiait l'empire tsariste, qui justifiait l'empire des tsars. Du temps de Ivan le Terrible, la Russie s'est perçue elle-même comme la légataire naturelle de l'Empire byzantin. C'est perçu comme l'héritière naturelle de Byzance après la chute de Constantinople et a revêtu, si j'ose dire, la mission mondiale qui avait été celle de Byzance en son temps. Ça aussi, sur tous ces éléments, j'y reviendrai longuement, un peu plus tard dans le cours. Donc évidemment, cette question a quelque chose de frappant. Comment a-t-on pu passer du tout au tout? Comment a-t-on pu passer d'un régime qui se concevait au fond comme éternel, d'un État, d'un type d'État, d'un type d'idéologie étatique qui se percevait lui-même comme éternel, à fondé sur des éléments de dogmatique chrétienne, à un régime communiste. Cette question-là, évidemment, elle a quelque chose d'hypnotisant. Elle a quelque chose d'hypnotisant parce qu'on ne trouve pas de réponse claire, on ne trouve pas de réponse instinctive et on est sur le terrain un peu marécageux des conjectures et qui, précisément, pour commencer à être compris, pour commencer à être perçu, requiert de comprendre l'histoire longue de cet État, l'histoire longue de ce peuple, l'histoire longue de cette civilisation. Et donc nous-mêmes, nous allons essayer de répondre en partie à cette question en particulier, sans doute dans la dernière partie du cours. Mais nous-mêmes, nous allons tâcher d'essayer de poser des véritables questions. En tout cas, nous sommes invités à nous poser un véritable questionnement à ce sujet, et non pas, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à ne faire qu'adjoindre divers éléments de réflexion épars relatifs à l'histoire ou à la littérature de ce pays. De ce point de vue, si je devais isoler une question, je la formulerais ainsi: comment s'est constitué le temps et l'espace russe? À cela, on peut adjoindre une série de questions annexes qui en découlent.
comment la Russie, d'abord petite principauté païenne de seconde zone aux confins de l'Europe, a-t-elle pu se concevoir elle-même comme un empire digne légataire de Rome puis de Byzance? Et comment ce sentiment d'exceptionnalisme a-t-il donné sa teneur à l'ordre politique russe autant qu'à sa pensée? Ces questions-là, si on les prend au sérieux, nous verrons qu'elles ne peuvent trouver de réponse, comme je l'ai un peu suggéré tout à l'heure, que dans l'histoire profonde et longue de la Russie. Je l'ai dit, comment s'est constitué le temps et l'espace russe. C'est une façon d'interroger la manière dont le rapport au temps, le rapport à l'histoire, s'est constitué de manière spécifique en Russie, et comment ce rapport particulier au temps historique a pu avoir pour conséquence la constitution d'un ordre politique singulier. Cette façon de poser la question, de trouver un angle sur la nature fondamentale d'une tentative d'approche de la nature fondamentale du monde russe, pourrait peut-être s'appliquer à d'autres histoires ou à d'autres peuples que celui-ci en particulier. Mais je pense que dans le cas spécifique du monde russe, elle trouve une acuité ou une pertinence particulière. Et ce sera l'objet du cours que d'essayer là encore de vous en convaincre. Au fond, si je reprenais un petit peu les éléments de questionnement que je viens d'exposer, ils sont peut-être moins une interrogation sur l'histoire russe elle-même, bien que nous allons nous en occuper, bien sûr, que sur une interrogation, si j'ose dire, sur l'histoire de l'histoire. Et je vais préciser un petit peu cette pensée. Je voudrais ici présenter une citation d'un philosophe allemand, philosophe et historien allemand contemporain, enfin mort il y a quelques années, en 2006, sauf erreur, Reinhard Koselleck, qui est à mes yeux un des plus grands penseurs récents sur ces questions, et même tout court d'ailleurs. Et Reinhard Koselleck a travaillé une grande partie de sa vie à la définition, justement, une tentative d'appréhension sur ce qu'est l'histoire. Une tentative d'appréhension de ce qu'est l'histoire, pardonnez-moi. Alors il écrit dans un de ses textes, qui s'appelle « Le futur du passé », « Définir ce que représente le temps de l'histoire est, de toutes les questions posées par la science historique, l'une des plus difficiles à résoudre. C'est une question qui nous oblige à nous aventurer sur le terrain de la théorie historique, et ce, bien plus avant qu'il n'est habituellement nécessaire. Car les sources de notre passé nous renseignent directement sur des faits ou des pensées, sur des plans et des événements, mais jamais sur le temps de l'histoire. » Je trouve que cette façon de présenter son propre travail par Reinhard Koselleck est très pertinente, très juste. Reinhard Koselleck, je l'ai dit, s'est interrogé sur le temps historique. Et sa démarche a beaucoup consisté à essayer de lire avec une méticulosité qui n'appartient qu'à lui. C'est le genre de personnage d'une érudition absolument sans fond, s'est interrogé sur la façon dont dans les différents espaces civilisationnels, dans les différentes époques de l'histoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au tournant de la modernité cartésienne, dans les différentes époques et les différents espaces du globe, et comment s'est constitué le rapport au temps. En d'autres termes, c'est une analyse de la construction du temps, de la construction du rapport à l'histoire. Cette préoccupation elle-même
est une préoccupation typiquement contemporaine. C'est parce que nous vivons dans le temps dans lequel nous vivons que nous pouvons nous questionner de cette manière. En d'autres termes, Hérodote, Tacite, Thucydide ou Grégoire de Tours, pour prendre des historiens de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ne se sont jamais questionnés sur la nature de l'histoire qu'ils faisaient. Ils faisaient l'histoire et puis c'est tout. Ils relataient des faits et puis c'est tout. Ils ne s'interrogeaient pas de manière fondamentale sur ce qu'était l'histoire. Parce que c'était quelque chose d'évident. D'une manière générale, pour le dire de façon très simple, les Grecs vivaient à peu près selon le rythme des saisons. J'étais convaincu qu'il y avait un éternel recommencement du même et les saisons donnaient une assise temporelle à cette conviction. Les Romains étaient convaincus qu'il y avait une sorte de fatalisme historique. C'est ce que Cicéron appelle l'historia magistra vitae, l'histoire, le guide pour la vie. C'est-à-dire que l'histoire est une sorte de réceptacle d'expériences déjà vécues, une sorte de cagnotte d'expériences qu'on connaît qui vont nécessairement se répéter. Et donc le bon sénateur, c'est celui qui connaît bien l'histoire parce qu'il sait que de toute façon, tout va toujours se répéter et rien ne va jamais changer. Lorsqu'on est un chroniqueur chrétien comme Grégoire de Tours, évidemment, on pense que on attend le retour du Christ, on attend la parousie, donc on a une conception du temps, on a une conception de l'histoire qui s'écrit sur une toile de fond d'éternité. Sur une toile de fond d'éternité, essentiellement caractérisée par la temporalité de l'attente. On attend que le Christ revienne, et on sait que ce sera la fin des temps et l'avènement du nouveau monde. Donc, ces quelques exemples pour dire que les historiens et les penseurs d'un temps donné, sur des époques plus anciennes que la nôtre, se sont essentiellement appesantis sur le fait de rendre compte de manière fidèle et juste des événements qui se produisaient dans leur temps et d'essayer de donner une place aussi à l'époque qu'ils vivaient par rapport aux temps anciens tels qu'ils pouvaient les connaître. Mais ils ne se sont pas questionnés sur la nature fondamentale de l'histoire, au sens où Reinhard Koselleck le fait, c'est-à-dire au sens de la constitution progressive de la notion même d'histoire. En d'autres termes, l'histoire n'est pas, comme je l'ai un petit peu suggéré tout à l'heure, Marignan 1515 et Napoléon mort en 1821 à Sainte-Hélène. Bien sûr que ça, ce sont des faits historiques qui sont incontestables, ils sont vrais, on ne peut pas les contester, on ne peut pas dire que c'est faux. Je ne le dis pas d'ailleurs. Mais ils ne donnent aucunement une compréhension exhaustive ou plus large que le simple fait d'être exposés pour eux-mêmes. Ils ne s'inscrivent dans aucun cadre plus vaste que le simple fait d'être énoncés, encore une fois, pour eux-mêmes. Alors, je l'ai dit, cette manière de procéder, ce type d'enquête, ce type de réflexion propre à Reinhard Koselleck, à mes yeux, trouve une pertinence et une acuité particulière pour l'enquête qui est la nôtre durant ce semestre, à savoir une tentative d'appréhension de cette civilisation au long cours. Si on veut essayer de comprendre cette civilisation, si on veut essayer de comprendre cette culture et cette histoire, par-delà donc les quelques clichés que j'ai mentionnés ou les quelques biais interprétatifs un peu faciles que l'on peut prendre, je pense qu'il est bien et qu'il est une bonne chose de prendre pour angle d'attaque privilégié une réflexion sur la façon dont s'est constitué de manière spécifique le rapport au temps dans la civilisation russe. Et l'on verra, je pense que j'essayerai de vous en convaincre là encore, mais on verra, je pense, qu'il s'est constitué d'une façon qui lui est très propre, qui lui est très particulière, en raison de sa place géographique en Europe, sans doute, en raison de la façon dont il s'est appréhendé, dont il s'est approprié, pardonnez-moi, l'histoire des autres, et aussi, bien sûr, en raison de son caractère propre, de son caractère national propre.
Donc, voici un petit peu, je dirais de manière programmative, non pas tant les thèmes que nous allons aborder, mais la manière ou la démarche que je vais tâcher de privilégier afin d'essayer de rendre compte de la manière la plus subtile, que je crois la plus appropriée possible, de ce monde, de cet environnement politique, géographique, psychologique, en un mot, civilisationnel. Alors, par où commencer? Eh bien, par le début, bien sûr. La première séance de notre cours, outre cette introduction un peu longue, va porter sur le premier État de Kiev, autour duquel s'est constitué ce que nous appelons aujourd'hui la Russie. Donc ça, ce sera le tout premier cours de notre semestre, lequel s'inscrit dans une première partie d'un cours qui en comportera 3. La première partie de notre cours, c'est-à-dire les 4 premières séances sur 12, que j'ai simplement nommé des Russes au pluriel, je reviendrai sur ce mot, les Russes, R-O-U-S, des Russes à l'Empire, qui correspond peu ou prou aux origines de la Russie à Pierre le Grand. Une deuxième partie pour les séances 5 à 8, les 4 séances suivantes que j'ai nommées l'intelligentsia et la révolution, qui correspondra en gros au XIXe siècle russe et au moment du développement, j'aurai l'occasion d'y revenir longuement, du développement d'une littérature, d'une pensée, d'une philosophie très particulière, très singulière par rapport à ce que nous appelons simplement philosophie en Occident, en tout cas en Europe occidentale. La manière dont elle s'est constituée, généralement contre le pouvoir, et comment ce bouillonnement intellectuel, je crois assez unique dans l'histoire du monde, a pu mener à la Révolution. Il y aura 4 cours, 2 cours sur l'intelligentsia, occidentaliste et slavophile. Pour le premier cours, pour le deuxième cours, les prémices révolutionnaires. Ensuite, il y aura un cours consacré à Dostoïevski, où j'essayerai de montrer la spécificité de ce penseur par rapport au reste de l'intelligentsia, et un cours qui sera consacré à Lénine et au léninisme comme ensemble de doctrines. Je dois dire que je suis un peu fébrile le fait de mentionner Lénine ici au Collège des Bernardins, comme une référence, semble-t-il, respectable. On verra que c'est... Voilà, j'espère que je ne fais pas s'hérisser trop de poil à ce sujet. Mais enfin, j'essayerai peut-être de vous convaincre que c'était un vrai théoricien, politique. Un dictateur épouvantable également, bien sûr, mais en tout cas quelqu'un qui avait une vision théorique pour l'avenir de la Russie. Et ensuite, une dernière partie, donc tout ça, cet ensemble-là constituera la seconde partie de notre cours, après la partie sur les Russes et le Moyen-Âge. Et la dernière partie, que j'ai nommée sobrement d'octobre à février, octobre 1917, février 2022, et dans lequel on tâchera d'explorer l'avènement et l'effondrement de l'Empire soviétique et comment, dans les quelques années qui ont suivi, les quelques 30 ans, on est en 2024, donc 33 ans depuis la chute de l'Union soviétique, peuvent se lire au fond comme la même phase, si j'ose dire, de l'histoire de la Russie. Peut-être que c'est une manière de présenter les choses un peu surprenante, un peu contre-intuitive, mais là aussi, j'essaierai de vous en convaincre. Alors spécifiquement, dans cette partie, 4 cours également, la première que j'ai nommée « Philosopher en URSS »,
qu'est-ce qu'être un intellectuel en URSS et quel a été le rôle de l'intelligentsia dans la constitution, dans la solidification de l'Empire soviétique. Et une partie ensuite que j'ai nommée « Philosopher en exil ». Qu'est-ce que ça signifiait d'être un membre de l'intelligentsia russe, exilé, généralement pour des raisons politiques évidemment, au tournant de la Révolution, et un peu plus tard avec des personnages un peu à part comme Solzhenitsyn. Et on verra d'ailleurs que s'il y a bien une ville qui a été centrale dans l'exil des intellectuels russes, c'est ici, chez nous, à Paris. Une 11e, donc le 3e cours de cette dernière section sur la chute du communisme, comment rebâtir un monde détruit, sur les ruines fumantes de l'Empire soviétique, comment la société russe s'est rebâtie avec de briques et de broc, si j'ose dire, dans les années 1990. Et enfin, une dernière séance, la 12e donc, et dernière de notre semestre, qui sera consacrée à quelques réflexions sur la Russie d'aujourd'hui, donc sur la Russie essentiellement de Vladimir Poutine, donc, après Boris Yeltsin, après la présidence Yeltsin, et sur les oligarques et la guerre. En tout cas, ce qu'on appelle dans la presse les oligarques. Je ne suis qu'à moitié sûr que ce terme soit forcément pertinent, mais enfin, on verra qu'en fait, c'est une sorte de retour, je dirais, à la norme, d'une ancienne conception du pouvoir, avec du pouvoir central vis-à-vis d'une aristocratie d'intendance, on va dire ça comme ça. Donc voici pour le programme, pour l'amorce de notre réflexion sur ce temps russe et sur le programme que nous allons explorer durant ce semestre. Et je vais employer le temps qu'il me reste pour amorcer quelques éléments d'histoire des origines de la Russie. D'où vient ce pays, de manière, là, pour le coup, véritablement historique, géographique. Et on regardera quelques textes issus des belles lettres du Moyen-Âge russe, et il y en a, qui nous permettront d'appréhender ce monde dans ses origines. Alors ici, je voudrais commencer, entamer par une citation d'une sorte qui correspond à une énième mise en garde dans la suite de celle que j'ai évoquée tout à l'heure. J'ai dit que le monde russe était à la fois difficile à appréhender et que c'était également un terrain miné parce qu'il était plein de clichés, plein de on-dit, plein de perceptions instinctives à mes yeux fallacieuses. Mais il en va de même pour ce que l'on nomme dans l'historiographie médiévale la Rousse ou les Rousses au pluriel. Ici donc, j'ai reproduit la citation d'un historien russo-allemand, Alexandre Bruckner, un historien du XIXe siècle, qui dit donc ceci: « Celui qui donnera une définition juste du mot « rousse » trouvera la clé de l'histoire russe ancienne. » Au fond, ce que veut dire Alexandre Bruckner, russo-allemand, je l'ai dit, puisque c'est une des caractéristiques de l'Empire russe, j'y reviendrai également longuement. C'est un empire multiethnique dans lequel il y a bon nombre de peuples et de nationalités qui cohabitent, dont les Russes sont une composante, la plus importante bien sûr, mais une composante quand même. Alexandre Bruckner donc met en garde en quelque sorte contre cette difficulté d'interprétation de ce qu'est ou de ce que sont les Rousses. Alors, si c'est difficile à interpréter, comment pourrait-on néanmoins tâcher de le définir un petit peu ?
La définition la plus simple que l'on pourrait proposer des Rus, c'est d'être l'espace géographique des premiers princes russes qui se sont constitués sur une plaine qui va en gros du Danube à la Volga et qui s'est constitué avec le temps comme un ensemble culturel, civilisationnel à peu près cohérent, donc avec une langue slave, l'ancien russe, et qui s'est développé ensuite en diverses petites principautés qui ont eu pour caractéristique essentielle de se faire la guerre en permanence. On le verra là aussi longuement. Donc d'où viennent les Russes et qui sont les Russes? Alors ce n'est pas très clair. Les sources les plus anciennes que l'on connaisse, là pour le coup d'un point de vue strictement historique et archéologique, font état d'un peuple vareg, donc une sorte de viking, disons, une peuplade viking, probablement danoise ou suédoise, enfin scandinave, qui se serait installée à peu près dans la zone mentionnée tout à l'heure, dans la ville connue aujourd'hui sous le nom de Veliki Novgorod. Donc le premier prince russe attesté, le premier fondateur en quelque sorte de la Rousse, c'est un certain Riourik, né vers 830 et mort vers 879, qui est le fondateur, le patriarche de la dynastie des Riourikides, qui régnera pendant à peu près 800 ans sur la Russie. Oui, madame? Est-ce qu'il y a un nom occidentalisé pour la ville où le peuple vareg s'installe? Novgorod. Ok. Voilà. Il y a deux Novgorod, il y a Nijni Novgorod et Veliki Novgorod. Pardonnez-moi, alors je n'ai pas répété la question. La question était, est-ce qu'il y a une traduction occidentale pour cette ville, pour vous qui nous regardez sur Internet? Donc, Novgorod, voilà, Nijni Novgorod ou Veliki Novgorod, et la ville fondée par Riourik est Veliki Novgorod. Novgorod voulant simplement dire la nouvelle ville en russe. Donc c'est un roi semi-légendaire voilà, du IXe siècle, qui est un petit peu l'équivalent de Mérové chez nous. L'équivalent du roi Mérové, le fondateur de la dynastie mérovingienne, dont on ne sait pas grand-chose. On pense qu'il a existé, mais on n'en est même pas exactement sûr, dans la mesure où les sources sont extrêmement silencieuses et ce sont généralement des sources ultérieures qui relatent les exploits de Riourik. Alors donc, on n'est pas très sûr de l'existence de ce Riourik. Bon, pour le coup, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. Ses fils, on en est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais lui, on ne sait pas trop. Donc, il s'est installé dans cette région au IXe siècle. Et c'était un État qui s'est constitué immédiatement comme un État guerrier. Et qui faisait en gros la guerre à toutes les peuplades de la région, notamment un ancien peuple disparu depuis qui s'appelle les Khazars, avec lesquels les Russes étaient en lutte. Donc voilà à peu près ce à quoi pouvaient ressembler les Rousses, ou la Rousse, vers le XII-XIIIe siècle, en gros. Je suis désolé, c'est une carte en anglais, mais enfin, normalement, on voit à peu près ce dont il en retourne. D'une manière générale, l'organisation politique de la Rousse était fondée, était constituée autour d'un grand prince, le
Veliki Kniaz, auquel les autres princes devaient une sorte d'allégeance, mais qui n'était pas exactement semblable à ce que nous avions en France avec le féodalisme. Dans le modèle féodal occidental, le lien qui unissait un prince de sang français et le roi de France, c'était un lien de suzeraineté, et surtout qui était caractérisé par un serment fait de personne à personne, où le prince jurait fidélité au roi de France. Ce qui donnait à ces princes à la fois une subordination formelle à ce roi, le roi du pouvoir central, et en même temps une grande liberté, puisque sur leur terre, ils étaient effectivement seigneurs. Dans la Rousse de cette époque, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est un État, je l'ai dit, essentiellement guerrier, qui fonctionne, qui a été traversé par d'innombrables luttes fratricides, et au sein desquelles, globalement, tout le monde voulait devenir roi de Kiev, puisque le roi de Kiev, le grand prince de Kiev, était celui qui théoriquement avait l'ascendant sur les autres. Mais je dis bien théoriquement, parce que de fait, c'était une souveraineté qui n'était respectée que par la force. Et de cette façon, s'est constitué dans les Rousses de cette époque, je vais vite, mais je reviendrai un petit peu plus en détail sur tout ça, s'est constituée une concurrence généralisée entre les princes. Et donc, ils se faisaient la guerre entre eux, sur une zone, cette zone que vous voyez, qui correspond en gros à l'Ukraine, la Biélorussie et une petite partie de la Russie occidentale actuelle, et qui est traversée, si l'on doit retenir l'une des caractéristiques de la Rousse de cette époque, ou des Rousses de cette époque, c'est d'être tiraillé entre ce que l'historiographie russe a appelé la lutte entre les forêts et la steppe, c'est-à-dire entre l'Europe occidentale et les steppes lointaines dans lesquelles vivaient tout un tas de tribus qui attaquaient plus ou moins régulièrement les Rousses. Donc ils étaient en permanence en lutte et entre princes et entre les tribus environnantes, par exemple avec les Polianes, qui sont les ancêtres des Polonais, c'est-à-dire les gens de la plaine. C'est ceux qui viennent de la plaine, les Polianes. Palia en russe, c'est juste la plaine. Donc on ne se cassait pas la tête, on donnait aux gens le nom de l'endroit où ils vivaient. Donc ensuite, si on rentre un peu plus précisément au-delà de ces généralités, et donc du roi Riourik, si on va plus loin dans cette histoire, on arrive avec l'un des descendants de Riourik, qui s'appelle Sviatoslav, grand prince de Kiev, né en 942 et mort en 972, selon les sources de l'époque, et qui vont inaugurer l'époque mentionnée tout à l'heure, des guerres fratricides entre princes concurrents qui, globalement, luttaient tous pour le trône de Kiev. Dans la mesure où celui qui possède Kiev, c'est lui le grand prince. Tout lien avec l'actualité, bien sûr, étant fortuit. Donc ici, on a ce
ce Sviatoslav, fils d'Igor et petit-fils de Riourik, qui s'est installé sur les bords de Kiev, puisque son père a pris cette ville au Polian, semble-t-il, vers 882. Donc ils ont quitté Novgorod, ils se sont installés un peu plus loin, ces Russes, enfin les descendants de Riourik, et à l'époque, le système de transmission des terres ne passait pas à l'aîné, ce n'était pas un système de primogéniture, mais un système de division du territoire. Donc, Sviatoslav étant mort, il a transmis Kiev à son fils Yaropolk, qui est devenu l'image du traître, puisque c'est celui qui a marché contre son frère Oleg, qui l'a tué, qui a repris les terres que son père avait pris au Drevlian, donc l'une des peuplades auxquelles les Russes faisaient la guerre. À la suite de quoi, bien sûr, son petit frère, le dernier Vladimir, bâtard, mais quand même reconnu par Sviatoslav, ne pouvait pas rester indifférent. Il est donc allé venger son frère pour venger l'honneur, bien sûr, et récupérer Kiev au passage. Donc, on entre vraiment ici, avec cet événement inaugural des guerres fratricides, dans authentiquement ce qu'est l'histoire russe, c'est-à-dire, enfin l'histoire russe ancienne, l'histoire des Russes, au pluriel, c'est-à-dire une série de guerres fratricides entre princes concurrents pour le titre de grand prince, c'est-à-dire pour le trône de Kiev, qui donnait, encore une fois, théoriquement, en tout cas c'était le plus prestigieux, et c'était celui qui donnait une prééminence sur les autres princes. Là encore, je le maintiens, tout ça, vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas l'ombre d'une constitution dans ce mode de fonctionnement, tout ça c'est un modèle un peu tribal, et donc ces règles étaient aussi assez flexibles, disons, en fonction des velléités politiques des uns et des autres. Toujours est-il que la Russie rentre vraiment, ou la Rousse rentre vraiment dans son histoire avec ce premier événement, et donc ce prince Vladimir, que j'ai mentionné tout à l'heure, le cadet du prince Sviatoslav, c'est un des personnages capitaux de l'histoire russe ancienne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va inaugurer, comme je l'ai mentionné, les guerres fratricides, et donc une longue tradition ça ira qui est quasiment jusqu'à l'époque des tsarines, et aussi parce que c'est celui qui va se convertir au christianisme. Et on va voir que même dans cette conversion au christianisme, déjà se font sentir quelques particularités de la Russie telle que l'on la connaîtra. Donc Vladimir Ier, qui est-il ? Je l'ai mentionné, dernier fils de Sviatoslav, surnommé Krasnaye Solnyshko, le soleil rouge dans les chroniques russes de cette époque. Baptisé en 988, il convertit, ou il invite l'ensemble de la population russe à le suivre, et donc la Russie devient chrétienne comme ça. Alors, je voudrais vous présenter ici, voilà pour des éléments historiques, des éléments un peu de base, pour suivre un peu ce qu'est la Rousse de cette époque. J'aimerais vous présenter quelques extraits d'un texte que j'affectionne particulièrement, qui est la chronique de Nestor, ou la chronique des temps passés, Pavest vremennych liet, en russe, la chronique des temps passés ou chronique de Nestor, l'un ou l'autre, qui renvoie donc, le titre chronique de Nestor renvoie à un moine de Kiev qui s'appelait donc Nestor et qui est connu par la chronique
qu'il a laissées. Alors la chronique est rédigée, semble-t-il, en 1111, c'est facile à retenir, et relate les origines de la Russie jusqu'à l'époque de la rédaction de la chronique, donc 1111. Et fait état de la manière dont la Russie est née dans l'histoire du monde. Comment elle est apparue et quel est le sens de son histoire. Donc bien sûr, c'est une façon de relater ou de donner de l'importance politique et idéologique à la Russie. Et on va voir comment ce texte haut en couleur, vous le verrez, nous renseigne aussi sur la manière dont les Russes se sont perçus à leur époque, dont le temps russe s'est constitué, pour reprendre le questionnement que j'ai suggéré tout à l'heure. La chronique commence comme cela. Voici les récits des temps anciens du moine du monastère de Théodose des Cryptes. Comment s'est formée la Russie, qui régna le premier à Kiev, et où la Russie a pris son commencement. Commençons ce récit. Après le déluge, les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, se partagèrent la terre. Sem eut l'Orient, la Perse, etc. Je vous épargne la longueur de cet extrait, puisqu'il fait des pages et des pages, dans lesquelles on revient aux origines de la création, on revient aux origines du monde, et on essaie de voir à quel moment la Russie arrive. Et donc ça relate toute l'histoire de l'Ancien Testament, ça relate tous les événements du déluge, de la fuite d'Égypte, ce genre de choses, et comment, dans toute cette histoire cosmique, à un moment donné, la Russie arrive. Alors, dans ce début de texte, l'auteur, donc Nestor, relate aussi tout un tas de curiosités ethnographiques, si j'ose dire, sur les peuples environnants, tous les peuples barbares essentiellement de la steppe, ou considérés comme barbares par les Russes, de manière parfois assez amusante, qui consiste globalement à singulariser, à déjà essayer de montrer la spécificité des Russes, et surtout d'essayer de donner le sens, a posteriori, de la christianisation de la Russie. Pourquoi la Russie s'est christianisée, pourquoi la Russie est entrée dans l'histoire du monde à ce moment déterminé, et qu'est-ce qui fait que les Russes, devenus chrétiens, devenus un vrai peuple chrétien de rite grec, comme on disait à l'époque, puisque convertis par l'intermédiaire d'Olga, la mère de Vladimir, elle-même convertie à Constantinople. Je reviendrai aussi sur cet élément. Donc, comment les Russes se distinguent des peuples de la steppe. Alors, on a tout un tas de curiosités ethnographiques. Je vous en ai relaté une. Ça parle des Koumans. Et cela dit ceci. De même, jusqu'à maintenant, les Polovs, ou les Koumans, se vantent de verser du sang, de manger de la chair des animaux morts et toutes sortes de choses impures, des rats, des blés et des marmottes. Quant à nous, chrétiens de tous les pays, où l'on croit en la Sainte Trinité, qui ne reconnaissons qu'un seul baptême, qu'une seule foi et qu'une seule loi, nous avons été baptisés dans le Christ et sommes revêtus du Christ. On voit donc qu'il y a tout un tas de sauvages qui font tout un tas de choses qui leur regardent, tout à fait régressives et barbares, et que les Russes, eux, se sont élevés spirituellement à la hauteur de vue que permet la conversion au christianisme. Donc, un petit peu à la manière d'Hérodote en son temps, qui relatait aussi tout un tas de curiosités ethnographiques sur les mœurs des Scythes, des Cimmériens, des peuples du coin, qu'il avait vus en voyageant en bateau. Eh bien, Nestor, qui avait peut-être beaucoup moins voyagé, mais qui ne s'embêtait pas de déficit de source, de déficit d'expérience, pouvait dresser ce genre de portrait des peuples voisins. Alors, évidemment, c'est un petit peu folklorique pour nous, ça fait toujours un petit peu sourire, et ce texte a quelque chose de très amusant à lire. On aura peut-être un ou deux autres extraits sur ce sujet. Mais en tout cas, de
de manière un petit peu plus sérieuse, il s'agit bien sûr pour Nestor de placer ou d'assigner une place à la Russie dans l'ordre du cosmos, dans l'ordre du monde. Une place particulière, une place qui lui appartient, une place qui est la sienne et qui n'est pas des moindres. Voilà. Il y a déjà une forme de patriotisme un petit peu prégnant dans ce texte. Je dis patriotisme, le mot là aussi est anachronique, puisqu'il n'y a rien de tel que le nationalisme russe à l'époque. Ça n'existe pas du tout. Mais en tout cas, plus spécifiquement, de dire, d'autres extraits que je donnerai un peu d'un autre texte iront dans ce sens, de dire que nous sommes devenus chrétiens et nous sommes soumis à l'empereur pour cette raison, soumis à l'empereur de Byzance, mais quand même, pas trop non plus. En tout cas, on veut rester un petit peu indépendant. Donc on a ici quelque chose qui va tout à fait dans ce sens et qui relate donc la longue histoire russe. Nestor écrit donc « L'an 6360, dans la 15e indiction, à l'avènement de l'empereur Michel, où on commença à nommer la terre russe. Nous savons cela parce que c'est sous cet empereur que la Russie attaqua Constantinople, comme l'écrivent les annales grecques. C'est par là que je commencerai et donnerai les dates. D'Adam au déluge, 2242 ans. Du déluge à Abraham, 1082 ans. D'Abraham à la sortie d'Égypte, 430 ans, etc. De Constantin à ce Michel, 542 ans. Et depuis l'avènement de Michel jusqu'à l'avènement d'Oleg, prince de Russie, 29 ans. Et depuis l'époque où Oleg s'était établi jusqu'à Kiev, l'avènement d'Igor, 31 ans. Et depuis l'avènement d'Igor jusqu'à l'avènement de Sviatoslav, 33 ans. Et depuis l'avènement de Sviatoslav jusqu'à l'avènement de Yaropolk, 28 ans. Et Yaropolk régna 8 ans. Et Vladimir régna 37 ans. Yaroslav régna 40 ans. Il y a donc de la mort de Sviatoslav à celle de Yaroslav 85 ans et de la mort de Yaroslav à la mort de Sviatopolk 60 ans. Mais revenons au point où nous en étions restés et disons ce qui s'accomplit dans ces années à partir de l'avènement de Michel et comptons les années. Alors il y a un décompte d'années un petit peu étrange, l'année 6360, puisque les Russes s'étant intégrés dans l'orbite spirituelle de Byzance, ils ont repris la manière de compter du compute byzantin qui estimait à l'époque que le monde avait été créé en 5508 avant Jésus-Christ, si j'ai bonne mémoire. Je crois que c'est ça. Je vais noter quelques... Ouais, exactement. 5508 avant Jésus-Christ, c'est la date conventionnelle que les Byzantins estimaient être celle de la création du monde. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est de montrer, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, en quoi la Russie s'inscrit dans l'ordre du cosmos. La Russie a son rôle à jouer dans l'ordre cosmique. Et cette histoire s'inscrit comme une sorte d'excroissance de l'histoire byzantine. L'empereur Michel, c'est évidemment l'empereur Michel de Byzance. Donc, dans tout cela, dans l'histoire du monde qui est déterminée de manière fondamentale par l'histoire de Byzance, puisque Byzance, c'est l'empire protecteur des chrétiens. Tout ça, j'y reviendrai également lors du prochain cours, plus en détail. Cet empire, c'est le seul empire en réalité, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est même pas concevable qu'il y ait un autre empire. Et donc nous, les Russes, nous sommes une sorte d'élément en deuxième ceinture d'astéroïdes de cet empire central et irremplaçable, protecteur de l'empire des chrétiens, jusqu'à la fin des temps. Donc on va voir maintenant comment est arrivé le christianisme en Russie. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est arrivé par Olga, la mère de Vladimir. Nestor relate donc ceci. Année 6456, 6457, etc. Olga s'en alla chez les Grecs et vint à Constantinople. L'empereur était alors...
L'empereur était alors Constantin, fils de Léon, et Olga vint à lui, en voyant qu'elle était parfaitement belle de visage et très prudente. L'empereur admira son intelligence, s'entretient avec elle et dit « Tu es digne de régner avec nous dans cette ville. » Ayant entendu ces paroles, elle dit à l'empereur « Je suis païenne. Si tu veux me baptiser, baptise-moi toi-même. Sinon, je ne me ferai pas baptiser. » Et l'empereur la baptisa avec le patriarche. Une fois éclairée, elle se réjouit dans son âme et dans son corps. Et le patriarche l'instruisit de la foi et lui dit « Tu es bénie parmi les femmes russes, car tu as aimé la lumière et rejeté les ténèbres. Les fils de la Russie te béniront jusqu'à la dernière génération. » Donc Olga s'est convertie dans son coin, si j'ose dire, s'est convertie indépendamment du peuple russe, de la Russie dans son ensemble, parce qu'elle a vu la vraie lumière. Et donc c'est l'empereur lui-même qui la baptise, et comme Olga est très maligne, elle avait vu qu'elle était très belle, elle savait qu'elle était très belle et qu'elle plairait à l'empereur, et pour cela, elle a demandé à ce que l'empereur soit son parrain de baptême, et quand il a voulu l'épouser, il a dit « Mais non, non, c'est toi mon parrain de baptême, tu ne peux donc pas m'épouser. » Donc Olga est très rusée et donne le portrait paradigmatique de la femme russe de la littérature de cette époque, très futée, très maligne, qui voit un peu plus loin que le bout de son nez. Et donc c'est elle qui va inviter Vladimir à se convertir, ce que Vladimir ne va pas faire tout de suite. Le roi Vladimir, étant en lutte contre ses frères, contre son frère, l'assassin d'Oleg, Yaropolk, il va se faire amener des émissaires des différentes religions. Il dit, bah voilà, moi je vais me convertir et j'ai besoin qu'on me présente les différentes religions possibles. Alors il y a 4 émissaires, il y a un juif, un musulman, un chrétien de rite latin, donc un émissaire du pape, et un émissaire de l'empereur byzantin. Et donc il y a, voilà, donc, je pense que vous avez compris qu'à la fin, il choisit la religion de rite grec, à la suite d'un très long exposé du théologien grec, et en fait il ne le fait pas tout de suite, il le fait dans un second temps, et après il part en guerre contre son frère, tout ça. Alors les arguments sont assez amusants dans le rejet de la religion des uns et des autres, et pourquoi il choisit la religion grecque. La religion latine, c'est pas très inspirant, puis vos rites sont bizarres, nos pères n'ont pas fait comme ça, donc on n'en veut pas. Et les Juifs, il faut exposer la foi de la révélation, mais est-ce que vous avez une terre? Non, nous avons beaucoup péché, et donc du coup, Dieu nous a punis et nous a dispersés sur la terre. Donc comment voulez-vous que je souscrive à votre religion alors que vous n'avez pas de terre? Donc certainement pas. Et je ne résiste pas au fait de vous montrer l'argument employé contre l'islam. Écoutant les prédicateurs musulmans, Vladimir les écouta car il aimait les femmes et la débauche. Et donc il était très intéressé par le fait d'avoir 99 ou 77 vierges au paradis. Il écoutait avec plaisir, seulement ce qui lui déplaisait, c'était la circoncision et l'abstinence de porc et de vin. Il répondit « Pour nous les Russes, c'est une joie de boire et nous ne pouvons pas vivre sans cela. » Donc c'est un argument tout à fait convaincant. On ne comprend quand même pas une religion qui nous empêche de picoler. Donc voilà la suite des refus successifs de Vladimir. Et donc à la suite de cela, Vladimir reçoit l'exposé du théologien grec. Et alors là, c'est fantastique, mais quand même, je vais attendre un petit peu et on verra un petit peu plus tard. Au moment de se convertir, Vladimir était aveuglé, comme saint Paul sur son chemin de Damas. Et donc c'est cette maladie qui va le faire se convertir au christianisme, de rite grec donc. Christianisme, ce qu'on appellerait aujourd'hui orthodoxe.
Donc Nestor écrit « Or, par la permission de Dieu, Vladimir à ce moment eut des yeux malades et privé de la vue, il était dans une grande inquiétude et ne savait que faire. Et la princesse Anne Porphyrogénète, fille de l'empereur de Byzance Romain II, envoya lui dire « Si tu veux guérir de ce mal, fais-toi baptiser le plus tôt possible, sinon tu ne guériras point. » Vladimir, entendant cela, dit « Si ceci s'accomplit, en vérité, le Dieu des chrétiens sera un grand Dieu. » Et il se fit baptiser. L'évêque de Kherson, après avoir annoncé la nouvelle au peuple, le baptisa avec les prêtres de la princesse, et dès qu'il mit la main sur lui, il vit aussitôt. Vladimir, se voyant si subitement guéri, loua Dieu et disant « C'est maintenant seulement que je connais le vrai Dieu. » Quand Sadrougina eut vu cela, beaucoup se firent baptiser. Alors Vladimir, vous l'avez vu, est donc fait face à une maladie. Il dit « Si Dieu me guérit, je veux bien me baptiser si Dieu me guérit. » Dieu le guérit. C'est fantastique. Voilà qu'il est converti au christianisme. Et il invite sa Droginia, c'est-à-dire sa garde personnelle, à se convertir. Drug en russe voulant simplement dire ami. Donc la Droginia, c'est la garde personnelle et en même temps la garde avec laquelle on entretient un lien d'amitié, un lien confraternel. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, comme dans la conversion d'Olga, il y a Byzance qui est présente. Byzance est là, Byzance accompagne la Russie dans sa propre histoire, et Byzance intègre la Russie, pas exactement comme une composante de son empire, la Russie restait un État indépendant, mais elle est entrée dans son histoire comme un élément sous la tutelle spirituelle de l'Empire byzantin. Ça, c'est un élément absolument déterminant de l'histoire, des origines de la Russie, ça va sans dire, mais même en réalité de toute l'histoire russe. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Le prochain cours sera en partie consacré à ça. Le lien avec les Grecs, le lien avec l'orthodoxie et la conception politique qu'avaient les Byzantins à leur époque, c'est quelque chose, c'est une matrice, c'est une grille de lecture qui est irremplaçable. Je pense que pour le coup, c'est impossible de comprendre ce qu'est la Russie si on ne la comprend pas dans son lien particulier qu'elle entretient avec Byzance, dans le lien particulier qu'elle entretient avec la spiritualité byzantine et ses non moins caractères particuliers. Ses caractères non moins particuliers, pardon. Donc ici, on a un texte qui est assez étonnant. Voilà. Pour ce qui est de la chronique de Nestor, vous l'avez vu, c'est un texte qui cherche à placer la Russie dans l'ordre cosmique, dans l'ordre du monde, et qui, pour ce faire, essaye de montrer le sens de sa conversion au christianisme, le sens de sa subordination aussi à Byzance, tout en essayant d'insister ou de souligner le fait que les Russes sont quand même indépendants et qu'ils ne sont pas exactement une partie territoriale de l'Empire. Et ça, c'est l'entre-deux, c'est l'ambivalence dans laquelle s'inscrit la chronique de Nestor, avec les petits moments hauts en couleur que je vous ai relatés et qui rendent sa lecture particulièrement plaisante et délicieuse pour le lecteur d'aujourd'hui. D'une certaine façon, je trouve que ce texte a quelques similitudes, si l'on ose dire, sur un plan collectif et national, avec la logique empruntée par saint Augustin dans les Confessions. Dans les Confessions, saint Augustin relate le sens de sa conversion au christianisme sur une temporalité longue. Saint Augustin s'est converti par une série d'erreurs, par une série de rencontres, par une série de discuter avec tout un tas de penseurs, de philosophes grecs ou latins qu'il y avait à l'époque de l'Empire romain. Et lors de différentes écoles de pensée, il pêche beaucoup, il fait tout un tas d'erreurs, et progressivement, par petites touches, eh bien, il se rapproche de Dieu, puisque la main bienveillante de la providence déjà veillait au grain, et donc
devait nécessairement, au futur antérieur, aboutir à sa conversion. D'une certaine façon, et je dirais qu'il en va un petit peu de même dans la chronique de Nestor. Nestor montre de manière assez détaillée le sens, les étapes de la conversion des Russes au christianisme, montre comment ils ont rejeté les idoles de bois, les idoles diaboliques, comment ils étaient païens avant et qu'ils ont malgré tout réussi à sortir de l'obscurité de la Providence par les conversions successives de Olga et de Vladimir. Et donc on voit quelque chose qui cherche à placer la Russie dans l'ordre du monde, je l'ai mentionné plusieurs fois, et d'essayer aussi de montrer comment cette conversion a été progressive par touche, par erreur, pour aboutir donc à quelque chose de vraiment signifiant qui doit donner à la Russie une sorte de maturité intellectuelle, de maturité politique. Donc voici pour ce texte très surprenant, voilà, qui est un des plus anciens textes des lettres russes. Et j'aimerais le comparer maintenant brièvement à un autre texte, avec le temps qui me reste, du métropolite Hilarion, qui est le premier évêque de Kiev. Pardonnez-moi, pas le premier évêque, l'un des premiers évêques de Kiev. Ou si le premier évêque, j'ai un doute, je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, évêque au début dans les années 1000, entre 1000 et 1050, dans ces eaux-là. Et là aussi, la datation n'est pas forcément très claire. En tout cas, il est l'auteur d'un texte qui s'appelle le Sermon sur la loi et la grâce, Slovo o zakonie i blagodati, en russe, rédigé vers une date comprise entre 1037 et 1050. Et donc, dans ce texte-là, Hilarion, d'une certaine façon, fait le pendant avec la chronique de Nestor sur un plan, cette fois, je dirais, purement théologique. Alors, le sermon sur la loi et la grâce, c'est un texte d'une qualité étonnante. Je dis d'une qualité étonnante parce que, bien sûr qu'à cette époque, le niveau d'instruction russe restait assez rudimentaire. Évidemment, il n'avait pas tout le raffinement et tout le savoir accumulé depuis des siècles par les Byzantins. Ils se sont convertis, quand ce texte est écrit, les Russes sont convertis depuis même pas un demi-siècle en gros. Donc c'est très récent. Et c'est un grand exposé théologique qui cherche lui aussi à interpréter le sens de la conversion de Vladimir et qui insiste particulièrement sur la notion de grâce. C'est une réflexion sur la grâce, un peu comme chez saint Augustin, et qui insiste spécifiquement sur le fait, en s'appuyant entre autres sur saint Paul, que la grâce donne une liberté qui a quelque chose d'irremplaçable. La loi est une source tarie. Ce qui importe vraiment maintenant, dans l'histoire du monde, c'est la grâce. De ce point de vue-là, ce n'est pas d'une immense originalité théologique, mais Hilarion insiste sur un point, c'est de dire que cette grâce rendant libre, il n'est certainement pas question que même nos maîtres du côté de Constantinople soient trop envahissants avec nous. Ainsi, Hilarion écrit « La terre de Rome élève des louanges à Pierre et Paul, par qui elle a été amenée à la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'Asie, Éphèse et Patmos, comble de louanges, Jean le théologien, l'Inde, Thomas, l'Égypte, Marc. Tous les pays, toutes les cités, tous les peuples vénèrent et glorifient chacun son maître par lequel ils ont été instruits dans la foi orthodoxe.
Glorifions donc, nous aussi, selon nos forces, en nos modestes louanges, celui qui a réalisé de grandes et merveilleuses œuvres, notre Maître, celui qui nous a instruits, le grand prince de notre terre, Vladimir, petit-fils de l'antique Igor, fils du glorieux Sviatoslav, qui, du temps où il régnait, par leur hardiesse et leur courage, se firent connaître dans de nombreux pays, et dont les conquêtes et la puissance sont toujours dans les mémoires et glorifiées jusqu'à ce jour. En effet, il ne régnait pas sur un pays obscur et misérable, mais sur la terre russe, qui est connue et renommée aux quatre coins de la terre. Donc ici, il y a une exposition sur la base de différents autres exemples déjà advenus, de la spécificité russe. Ici, il faut quand même voir que c'est assez hardi de la part de Hilarion d'écrire ce genre de texte dans la mesure où, je pense que la chose est assez claire, c'est notre prince temporel, eh bien c'est notre prince temporel et ce n'est pas n'importe qui, et nous n'avons pas volonté, même si nous comprenons que le vrai empire et la vraie instruction est à Constantinople, nous n'avons pas non plus véritablement volonté à nous laisser marcher sur les pieds. Et nous entendons affirmer notre indépendance politique. En d'autres termes, si Dieu nous a voulu libres par la conversion au christianisme, ce n'est certainement pas pour être sous la tutelle, pardonnez-moi, d'un empire, fût-il le vrai empire protecteur des chrétiens. Voilà, Hilarion exagère sûrement un peu. La terre russe qui est connue et renommée aux quatre coins de la terre, bon, en 1050, on ne peut pas vraiment le dire. C'est un petit peu ambitieux. C'est au contraire une petite principauté, tout à fait mineure sur le plan politique, sans doute militairement un petit peu plus puissante que les tribus nomades de la steppe, mais enfin qui doit quand même lutter pour sa survie, plus ou moins en permanence. Et Hilarion ici poursuit et relate ce que j'ai un tout petit peu mentionné tout à l'heure. Il dit « Il était donc convenable que la grâce et la vérité resplendissent sur un peuple nouveau, car on ne verra pas, selon la parole du Seigneur, du vin nouveau de l'enseignement de la grâce. On ne verra pas du vin nouveau de l'enseignement de la grâce dans des outres vieilles qui ont vieilli dans le judaïsme. Autrement, les outres se rompent et le vin se répand. » Matthieu 9, 17. Et il en fut ainsi. Car la foi porteuse de grâce s'est répandue à travers toute la terre pour atteindre notre peuple russe. Le lac de la loi s'est tari, tandis que la source évangélique inondant et couvrant toute la terre s'est déversée jusqu'à nos confins. Et voilà que dorénavant, nous aussi glorifions la Sainte Trinité avec tous les chrétiens. Ici donc, après avoir insisté sur l'indépendance politique de la Russie, Hilarion insiste spécifiquement sur ce qui en est la source véritable et fondamentale, c'est-à-dire la grâce. La grâce nous a été donnée au même titre que les autres peuples chrétiens, et puisque nous l'avons reçue, nous n'avons pas de raison de nous subordonner à une loi. Et puisque nous ne sommes pas subordonnés à la loi, elle ne peut pas être émanée d'un empire, même fût-il le vrai empire, qui se prendrait pour le véritable successeur de la loi, puisque la loi n'est plus. Puisque la loi n'est plus effective, la loi n'a plus son efficacité. En d'autres termes, nous ne reconnaissons pas une nouvelle monarchie davidique. Nous ne reconnaissons pas un nouvel ordre politique qui se revendiquerait sur un plan national, avoir une authentique tutelle spirituelle sur nous. Donc ici, le texte d'Hilarion, vous l'avez un petit peu saisi à présent, insiste sur ces deux points, sur ces deux pendants. Le texte est bien équilibré de ce point de vue-là, très anti-judaïque, très vertement anti-judaïque même. Mais cet anti-judaïsme donc a pour objet essentiellement le fait d'insister de manière
très répétées, peut-être même un peu lourdes, sur la spécificité de la grâce, et ce que donne la grâce à un peuple qui l'a reçue. Et donc, nous les Russes, nous avons reçu la grâce, nous ne sommes donc pas tributaires de la loi, comme n'importe quel autre peuple, et en plus de ça, quand même, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui, puisque notre prince Vladimir a fait tout un tas de choses fantastiques, et que donc nous avons le droit aussi d'avoir notre indépendance politique propre. Donc on voit ici, au fond, que le texte d'Hilarion, sous son jour théologique, est un petit peu polémique. Est un petit peu polémique dans la mesure où il entend signifier aux Byzantins, aux Grecs, que les Russes ne sont pas là pour jouer, les Russes ne sont pas là pour se mettre sous la coupe d'un empire, encore une fois, fût-il le vrai empire des chrétiens. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Je l'ai dit, la Rousse ou les Rousses sont le premier état de ce que l'on appellera plus tard la Russie. Et l'on verra que même cette difficulté à définir de manière claire qu'est-ce que sont les Rousses, comme cela a été mentionné dans la citation proposée tout à l'heure par Alexandre Bruckner, est aussi l'une des pommes de discorde des problèmes politiques d'aujourd'hui, sur la définition exacte de ce qu'est l'Ukraine, ce qu'est la Biélorussie, ce qu'est la Russie. On en voit la problématisation dès les origines de la Russie. La Rousse, très exactement, est très difficile à définir, mais elle trouve ses origines quand même, de manière politique, dans ces princes qui vont avoir la mauvaise habitude, tout au long de l'histoire russe, de se faire la guerre les uns aux autres, et donc d'engager des luttes fratricides, qui sont une des matrices de luttes fratricides pour le pouvoir, bien sûr, qui sont l'une des matrices essentielles de l'histoire russe. Donc une principauté, une petite principauté un peu morcelée, ou morcelée puis reconstituée, et morcelée puis reconstituée, ça encore on le verra par la suite, qui très vite sort du paganisme. Vous voyez, j'ai dit que le roi Riourik, il règne dans les années en gros 860 dans ces eaux-là, le roi légendaire Riourik. Et en 988, soit un siècle plus tard, à peine plus d'un siècle plus tard, Vladimir se convertit au christianisme. Donc la Russie entre dans sa propre histoire par ces deux biais. Les luttes fratricides, les guerres internes pour le contrôle du trône de Kiev, les guerres extérieures contre les barbares, les Sarmates, les Drevlianes, les Polianes, enfin les Khazars, les peuples de la région, les peuples de la steppe, et bien sûr la conversion au christianisme. La conversion au christianisme sous la tutelle spirituelle et culturelle de l'Empire byzantin, duquel la Russie, à peine entrée dans l'orbite culturelle de Byzance, cherche déjà à s'en émanciper, cherche déjà à mettre la ligne de démarcation entre elle et le reste de l'Empire. Alors voici pour aujourd'hui, voilà pour ce premier cours sur les origines du monde russe, et nous poursuivrons la fois prochaine sur des questions similaires, et j'aborderai la question de Moscou, troisième Rome, le prolongement russe de Byzance. Merci.